Un grand merci à tous les sponsors, grâce à qui je peux être là aujourd'hui, puis aussi aux organisateurs et aux organisatrices pour leur accompagnement et leur organisation. Et je vais commencer par me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Anaïs Huette, je suis coach agile chez Ypon et je suis aussi plutôt introvertie. Donc bon, ça tombe bien, on va parler d'agilité, on va parler d'introversion, je coche les cases, voilà. Et je vais commencer par vous raconter une petite histoire, qui est un petit peu mon origin story par rapport à ce talk. C'était en 2021. Lors d'une mission, j'ai intégré une équipe qui était composée en grande partie de coachs agiles. Et donc c'est auprès de cette équipe, qui s'appelait un Agile Center, que j'ai pu faire mes premiers pas dans le coaching. Et donc j'ai appris tout plein de choses, une équipe vraiment formidable. Comme le disait Rachel ce matin, des gens qui ont changé le cours de ma vie. Et dans cette équipe, à l'occasion d'une rétro, un jour, on a eu l'occasion de faire un test de Myers-Briggs. Alors, en 2-3 mots rapides, le test de Myers-Briggs, c'est un test de personnalité. Il y en a des versions payantes, là c'était une version gratuite, qui sépare les personnalités en différents types en mettant en opposition des traits de caractère. Et notamment, le tout premier qui met en opposition, c'est introversion, extraversion. Bonjour. Et donc voilà, on a fait ce test. Et au moment où l'équipe a mis ses résultats en commun, là j'ai eu une petite surprise. C'est que si on prenait les résultats et qu'on les séparait justement selon ces deux axes, entre introverti et extraverti, ça donnait ça. Voilà. J'étais la seule coach agile introvertie dans l'équipe. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Voilà. Et donc, je vais faire une toute petite parenthèse pour vous poser la question à vous, avec un petit vote à main levée. Et vous, est-ce que vous vous considérez plutôt comme extraverti ou plutôt introverti? Donc, j'ai proposé plutôt extraverti de lever la main. Ouais, on a une petite moitié. Plutôt introverti. Ouais, un peu plus grosse moitié. OK. Donc voilà, maintenant que tout le monde s'est positionné, donc revenons à nos moutons, ou plutôt à nos petits canards. Et donc, pour reprendre le fil, lorsque j'ai eu cette réalisation que j'étais la seule coach agile introvertie dans une équipe de coach agile, ça m'a fait bizarre. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui cloche chez moi? Est-ce qu'il ne me manquerait pas un élément essentiel qui me permettrait de faire ce rôle de coach agile? Et même, est-ce que le rôle de coach agile est vraiment fait pour moi? Alors je me suis dit, il y a peut-être d'autres métiers, d'autres rôles qui seraient plus adaptés à une personne introvertie. Voilà, des choses comme libraire, comme garde forestière, pouvoir être gardienne de zoo. Et puis, mon petit préféré, être sirène. Voilà. Mais là, je me suis dit quand même, avant de me lancer dans une reconversion professionnelle et de déménager au fond de l'océan, je pouvais peut-être me poser quelques petites questions. Déjà, me demander, pourquoi est-ce qu'il y a un biais négatif? Pourquoi est-ce que le mot introversion m'a fait remettre en question ma carrière professionnelle? Et pour le coup, d'où il vient ce biais? Mais aussi, est-ce que c'est possible, une coach agile introvertie? Et pour aller un petit peu plus loin, est-ce que les introvertis ont une place dans l'agilité? Et quelle est cette place? Mais pour répondre à toutes ces questions, il va y avoir une question qu'il va falloir se poser en premier, qui est assez importante. C'est se dire, l'introversion et l'extraversion, qu'est-ce que c'est en fait, à la base? Et donc, déjà, on se dit, qu'est-ce qu'on pense que c'est? Alors, j'ai fait 2 petits nuages de mots que j'ai remplis d'idées reçues. Sur l'introversion, sur l'extraversion. Je vous laisse deviner lequel est lequel. C'est pas dur. Et donc, que des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai lues, et aussi mes propres idées reçues. Alors, d'un côté, on a des choses comme timidité, solitude, misanthropie. De l'autre, on a enthousiasme, énergie, charisme. On n'a pas tout à fait le même ton, déjà, dans les deux côtés. Et en fait, l'introversion, l'extraversion, c'est pas tellement ça. Alors déjà, d'où ça vient? Alors, les termes introversion et extraversion, ils ont été posés par un psychiatre suisse qui s'appelle Carl Gustav Jung en 1921, dans son ouvrage Type psychologique.
Et dans cet ouvrage, il décrit deux grands types d'attitudes qui sont observées entre des individus qui vont être plutôt tournés vers les événements extérieurs, les expériences extérieures, extraversion, pardon, et d'un autre côté, des individus plus tournés vers les événements intérieurs, le monde intérieur, introversion. Alors après, les deux termes ont été pas mal réfléchis, ont été pas mal étudiés, et une définition un peu plus récente a été posée par Laurie Hawkes dans son ouvrage La force des introvertis. Et elle nous dit « Les extravertis tirent leur énergie du contact humain, et les introvertis s'épuisent avec ce contact humain, et au contraire sont ressourcés par de la solitude. » Donc, en fait, l'introversion, l'extraversion, qu'est-ce que c'est? C'est une question d'énergie. Voilà. Ok. Et là, quand j'ai appris ça, je me suis dit, quand même, ça me paraissait un petit peu réducteur, le fait, est-ce que je suis forcément introverti ou extraverti? Parce que c'est vrai, quand j'anime une formation avec plein de monde, alors oui, je vais dépenser énormément d'énergie, je vais bien dormir le soir, mais il va y avoir quand même des moments dans des interactions où je vais me sentir un peu énergisée par ces interactions. Et là, dit comme ça fait pas très introverti quand même. Et effectivement, on n'est pas forcément que l'un ou l'autre. Et Jung lui-même le dit, un pur introverti ou un pur extraverti n'existe pas. Et pour enfoncer le clou, il ajoute même qu'une telle personne finirait à l'asile. Donc, on a plutôt quelque chose comme un spectre, avec introversion et extraversion à chaque extrémité. Et ce qui nous permet aussi d'introduire la notion d'ambiversion, qui va se placer au milieu de ce spectre. Et nous, on va pouvoir se placer quelque part sur ce spectre, entre introversion et extraversion. Et cette notion de spectre, je l'ai retrouvée sur mon petit test de personnalité dont je parlais au début, voilà, avec mon petit bonhomme de personnalité. Voilà. Et il y avait aussi cette notion d'un pourcentage d'introversion, un pourcentage d'extraversion. Et pour aller un petit peu plus loin, je me suis amusée à refaire ce test plein de fois, pendant plusieurs mois. Et là, j'ai remarqué un truc rigolo. Voilà, ça bougeait. J'avais jamais exactement le même taux d'introversion. Alors ça, qu'est-ce que ça nous dit? Que c'est un test gratuit en ligne et que c'est pas très fiable? Oui. Mais aussi, ça peut nous dire que on n'est peut-être pas au même endroit pour toujours. On n'est peut-être pas fixé sur ce spectre et on ne bougera jamais. Et ça, justement, il y a un scientifique américain s'est posé la question en 1989. Donc Jérôme Kagan, il s'est demandé à quel point est-ce que l'introversion et l'extraversion avaient une dimension innée ou acquise. Et donc, pour étudier ça et essayer de répondre à cette question, il a fait une expérience, il a pris 500 bébés, il les a rendus après, ne vous inquiétez pas. Et ces bébés, il les a exposés à plein de stimulations. Donc des couleurs vives, beaucoup de mouvements, des grands sons, des odeurs un peu fortes, pour observer leurs réactions. Et là, il a observé que chez 20% des bébés, il y avait une réaction assez forte à toute cette stimulation. Beaucoup d'excitation, des mouvements, des cris. À l'opposé, chez 40% des bébés, il y avait au contraire pas de problème. T'inquiète, je gère, tout va bien. Et les 40% restants, c'était un peu entre les deux. Et là, Kagan a pris le pari que les bébés qui avaient le plus réagi à la stimulation deviendraient introvertis à l'âge adulte. Et que les bébés qui étaient les plus calmes vis-à-vis de la stimulation deviendraient extravertis. Et donc, ces bébés, il les a suivis durant toute leur enfance, jusqu'à ce qu'ils deviennent de jeunes adultes. Et là, il a pu observer quelque chose de très intéressant, c'est que, effectivement, une bonne partie des bébés excités avaient évolué en adultes plutôt introvertis. Une bonne partie des bébés calmes étaient devenus des adultes plutôt extravertis, mais pas que. Chez beaucoup de ces bébés, il y avait quand même eu tout ce qui était leur éducation, leur contexte, leurs expériences, tout ça avait aussi participé à ne pas forcément leur faire prendre le chemin qui avait l'air d'être posé de manière innée. Donc, on a peut-être une dimension innée, on démarre peut-être quelque part sur le spectre, mais on a aussi cette dimension acquise. On va changer, nos expériences vont nous façonner. Et
autre expérience assez intéressante, c'est justement de voir à quel point ça nous impacte de manière profonde. Alors, j'ai pris exemple 2 études un peu plus récentes qui ont été faites donc en 2005 et 2012 qui se sont intéressées justement à l'introversion et l'extraversion au niveau de nos cerveaux. Donc la première, ça a été faite sur le lien entre l'introversion et l'extraversion et les capteurs de dopamine dans le cerveau. Et ce qu'on a vu, c'est que les cerveaux de personnes plus introverties ont des capteurs très sensibles à la dopamine, qui vont donc en avoir besoin de moins pour réagir et vont même pouvoir être surchargés. Alors que des cerveaux de personnes plus extraverties vont pouvoir en traiter, en emmagasiner plus avant que ça devienne trop. Et donc, autre étude, en 2012, on s'est intéressé à la matière grise dans le cortex préfrontal, où, alors, en très gros, c'est la zone de la réflexion, de la prise de décision. Et on a vu que chez les personnes plutôt introverties, cette zone-là était un peu plus dense. Et donc, ce que ça nous dit, en gros, c'est que là-dedans, ça cogite dur avant de prendre une décision. Et donc, tout ça, ça présente des avantages comme des inconvénients pour les introvertis comme pour les extravertis. Mais c'est intéressant de voir à quel point ça nous impacte. Et pour le coup, avec tout ça, on peut peut-être se dire que sur notre spectre, on n'est peut-être pas sur une zone immuable, mais peut-être plus sur une fourchette dans laquelle nous allons évoluer. Partir d'un endroit de manière un peu innée et avoir une certaine amplitude. Donc, pour résumer, l'introversion, l'extraversion, c'est quoi? C'est une fourchette sur un spectre. Voilà. Ok. Donc maintenant, nous sommes tous des as de l'introversion et de l'extraversion. Mais il manque un petit quelque chose quand même. Et ce côté petit canard, il est où? Parce que de ce qu'on a vu, entre l'introversion et l'extraversion, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais pour le coup, ce petit biais négatif, d'où est-ce qu'il vient? Alors revenons à notre ami Carl Jung. Dans son ouvrage Type psychologique, donc qui date quand même de 1921, au même endroit où il invente le mot introversion, il décrit déjà un préjudice envers ce type, un préjugé. Et comme je disais, ça remonte quand même à un certain temps. Donc, il y avait ce préjugé avant l'introversion. Et une théorie très intéressante sur l'origine de ce biais négatif est posée par Susan Cain dans son ouvrage Quiet. Elle nous parle du début du XXe siècle, de la révolution industrielle, qui a lancé un certain pivot dans la société. On a eu ce grand bouleversement où tout plein d'emplois se sont ouverts. Il y a eu un pourcentage de la population qui, auparavant, travaillait dans les campagnes, est arrivé en masse dans les villes vers tous ces nouveaux emplois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, il y avait pas mal de compétition pour tout là-dedans. Et avoir un tempérament où on a plus de facilité pour se démarquer, pour se faire des amis, se faire du réseau, pour vendre ses capacités, c'est devenu un certain critère de succès, un certain avantage. Alors qu'un tempérament un peu plus introverti, l'était un peu moins. Et petite coïncidence rigolote, c'est aussi à cette époque qu'est née la notion de culture d'entreprise. La Minute Culture G. Et on le voit aussi dans un ouvrage qui était un best-seller de 1936, publié par Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les gens, qui nous illustre bien ce côté, la recette du succès, ça va être justement ce côté réseau et ce côté un petit peu extraverti. Alors ok, ça, c'était en 1936. Mais aujourd'hui, on en est où avec l'introversion et ce biais négatif? Alors, aujourd'hui, ce biais négatif, on le rencontre très tôt. On le rencontre dès la petite enfance. Et ça, pour l'illustrer, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous parler de ma fille qui, c'était en 2022, elle est passée du CP au CE1. Et donc, juin 2022, fiche d'évaluation de fin de CP, la maîtresse écrit « trop introverti ». Et pan, dans les dents. Voilà. Et mine de rien, ça a eu quand même un impact assez fort sur ma fille, qui, arrivée la période août-septembre, quand on commence à lui dire « alors, tu vas devoir faire quoi comme activité extrascolaire ?» nous a regardé, mon mari et moi, et nous a dit « non, je ne vais pas en faire, je suis trop introvertie. Je ne peux pas. »
Et alors là, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais c'est quoi pour toi être introverti? Et là, elle m'a dit, c'est avoir peur des autres, rester dans son coin et ne pas pouvoir faire des activités de groupe. Et ça, c'est pas moi qui lui ai appris. C'est pas mon mari non plus. Et quand on y pense, si dès notre plus jeune âge, on nous apprend que si jamais on a besoin d'un moment de solitude, de s'isoler à la récréation, pour lire un petit peu ou pour souffler, c'est qu'il y a un problème, c'est quelque chose qu'on va intégrer. Et c'est quelque chose qui va nous suivre à l'âge adulte. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les médias, qu'on va retrouver dans les livres. Et justement, en parlant de livres, je me suis amusée à faire une petite recherche sur Amazon Books quand je cherchais justement à construire ce talk. Et j'ai cherché le terme « introvert », avec mon super accent, pour « introverti ». Et là, j'ai trouvé ce genre de livre. Donc, il y a comment être un introverti dans un monde extraverti. Les tactiques de survie de l'introverti. Trouver de la sécurité dans un monde extraverti. Et c'est un message fort. Si vous êtes introverti, le monde n'est pas fait pour vous. Il va falloir s'adapter, survivre, trouver de la sécurité. C'est dur quand même. Et quand on s'amuse à faire la recherche en sens inverse, quand on cherche le terme « extrovert » pour « extraverti », là, on ne trouve pas le même genre de livre, bizarrement. Là, on trouve de l'introverti vers l'extraverti. Extravertissez-vous. Extravertissez-vous. Là, l'extraversion devient un but à atteindre. Encore une fois, un critère de succès. Sauf que c'est pas anodin comme message. Parce que, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure avec le lapin Duracell. L'introversion et l'extraversion, c'est une question d'énergie. Et quand on est plutôt du côté introverti du spectre, s'extravertir, ça va représenter une énorme dépense d'énergie. Et ça, Albert Camus nous le dit très bien. Il nous dit « Personne ne se rend compte que certaines personnes dépensent une énergie énorme simplement pour être normales. » Donc, il ne nous parle pas d'introversion ni d'extraversion. Mais si être extraverti, c'est le normal, eh bien entre une personne sur 2 et une personne sur 3, ça va être une énorme dépense d'énergie. Et tout ça, ça va représenter une grosse énergie mentale. Une énergie mentale qu'on ne va pas dépenser à côté, dans nos vies familiales, dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies professionnelles. Et ça m'amène à mon second point. Parlons maintenant de l'introversion dans le monde de l'entreprise. Alors moi, de mon côté, j'ai commencé à travailler en 2010. Donc ça commence un petit peu à faire. Alors, on est en 2023. Et durant ma carrière, j'ai souvent entendu des remarques où j'ai tendance à penser que beaucoup d'entre vous les ont entendues aussi, ou des variantes. On m'a souvent dit des choses comme « Tu dois t'imposer plus. On t'entend pas. Ne sois pas en retrait comme ça. Allez, parle. Vas-y. » Et parfois, ça va un petit peu plus loin. « Alors, tu nous aimes pas ? Ou tu dis rien, t'as pas compris ?» Et la petite variante « Je dis rien, tu fais la tronche. » Voilà. Et aussi, en tant que femme introvertie, j'ai droit à quelques petites pépites supplémentaires parfois. Des choses comme « Je sais ce que c'est, la chose féminine. C'est normal si tu as des difficultés à t'imposer. » Ou « En tant que femme, c'est normal si tu te sens intimidée dans une équipe d'hommes. » Voilà. Autre chose qu'on voit aussi pas mal dans le monde de l'entreprise, c'est qu'on a tendance à avoir des types de classer les personnes par type. On fait des stéréotypes, parce qu'on aime bien mettre des petites cases, rangées, c'est normal. Et dans ces stéréotypes, il y en a qui sont plutôt positifs, il y en a qui le sont un peu moins. Et j'en ai sélectionné 2 qui m'ont pas mal sauté aux yeux. On a le stéréotype plutôt positif, du leader charismatique. Donc la personne très entreprenante, qui est très énergique, qui parle avec assurance, qui prend le lead dans les réunions. Et là, je suis presque en train d'énumérer ma liste d'idées reçues sur l'extraversion. Et un autre stéréotype un peu moins positif, qu'on voit beaucoup dans le monde de l'informatique, ça va être l'informaticien renfermé, qui est comme ça dans sa grotte en train de coder et qui parle à personne, qui est le geek, le nerd, qui est assez mal à l'aise, qui n'ose pas parler.
et qui va souvent être rattaché à ce personnage du passif ou de la passive, que j'ai pas mal vu dans les formations pour apprendre à faciliter des ateliers ou des réunions. Et à ce moment-là, on va plutôt nous apprendre, si tu as un passif dans ton groupe, va falloir le tirer en avant, va falloir le faire parler. Oui, oui. Autre chose en entreprise, nous avons nos grands open space. Et les open space, ce sont des espaces très spacieux, très propices à la communication. Parce que c'est vrai que là, on a tout le monde qui est là. On peut lever le nez, on peut aller parler à ses collègues, voir ce qui se passe auprès des équipes, aller voir au niveau des autres. C'est aussi des environnements très bruyants. Et ça, justement, un autre scientifique américain s'est posé la question. Il s'appelle Russell J. Green. En 1985, il s'est posé la question sur l'impact de la stimulation sonore sur les tempéraments plutôt introvertis et extravertis. Et il a fait une expérience que j'adore. Il a pris un groupe de participants à qui il a fait passer un test de personnalité pour les séparer en deux groupes. Sans surprise, introvertis et extravertis. Et à tous ces participants, il a donné un casque dans lequel il y avait pour chacun une petite musique d'ambiance. Et une sorte de puzzle, d'énigmes à résoudre assez complexe, qui allait leur demander une certaine quantité de concentration. Et donc, ces participants, pour pouvoir résoudre cette énigme, tout ce qu'ils pouvaient faire, donc c'était résoudre l'énigme et choisir le volume du son sur leur casque. Alors pour le coup, ce qu'on a vu après la première itération, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de différence de performance entre le groupe introverti et extraverti. Là où il y avait une différence, c'était dans le volume. En moyenne, le groupe des extravertis avait choisi un volume 20 décibels plus haut que le groupe des introvertis. Ouais, hein, ça fait une grosse différence quand même. Et là où ça devient intéressant, c'est aussi qu'on a fait une deuxième itération, donc avec d'autres personnes. Donc bon, on reprend un groupe, même test de personnalité, pof, groupe d'introvertis, groupe d'extravertis. Même casque, même musique, même puzzle. Seule différence, maintenant ils ne peuvent plus toucher au volume. Et on impose le volume fort qu'on choisit les extravertis du groupe précédent aux introvertis. Et on impose le volume bas des introvertis du groupe précédent aux extravertis. Et là, patatras. Les performances des deux groupes tombent. Et ce que je trouve super intéressant avec ça, c'est que même si, personnellement, j'aimerais bien pouvoir dire « Ah les open space !» Eh bien, je ne peux pas. Pas sans pénaliser les personnes qui seront plus du côté extraverti du spectre et qui vont pouvoir se nourrir de cet environnement stimulant. Mais d'un autre côté, je me dis, actuellement, les open space, ça va peut-être pénaliser un petit peu les personnes plutôt introverties. Et pour ça, on peut proposer quelques compromis intéressants. Des choses comme, tout comme on fournit des écrans, des chaises, du matériel, pourquoi pas fournir à la demande des casques anti-bruit ? Ou fournir des petits espaces où on peut s'isoler de temps en temps, qui soient isolés en termes de sonorité. Un autre compromis sympa, un sujet qui fâche de plus en plus, c'est le télétravail. Alors, on est tous passés au télétravail en 2020 avec la pandémie. Là maintenant, fin 2023, je me retrouve à avoir de plus en plus souvent des débats à ce sujet-là. On parle beaucoup de revenir à la normale et de le faire diminuer le plus possible. Et je trouve que ce serait intéressant de garder un petit peu à la demande un télétravail partiel pour avoir ce côté compromis où on peut avoir des moments où on est chez soi dans un moment isolé, dans un moment de solitude et de calme, où on peut être quelque part plus performant si on est plutôt côté introverti du spectre, et des moments en groupe où on est comme ça à fond dans ces environnements stimulants. Et en me basant sur mon expérience personnelle, j'ai jamais été aussi présente et énergique les jours où je suis sur site que depuis que j'ai au moins 2 jours dans la semaine pour souffler chez moi, tout en travaillant. Donc, ça peut avoir quelques avantages quand même. Voilà. Alors, pour le coup, maintenant, ça y est, mauvais bouton, ça y est, c'est ici que les atteignants s'atteignirent. On va commencer à parler d'agilité. L'introversion dans une équipe agile. Alors, j'ai discuté avec un ancien collègue qui s'appelle Maxime, qui est plutôt du côté introverti du spectre. Et il m'a dit une phrase qui m'a marquée, en parlant d'introversion et d'agilité. Il m'a dit « L'agilité, ça a été fait par des extravertis pour des extravertis. » Et boum !
Il mâche pas ses mots, Maxime. Mais il n'a pas tort non plus, je pense. Parce que l'an dernier, j'étais à l'Agile Tour Bordeaux en 2022, en tant que participante. Et entre les différentes conférences, j'ai pas mal papoté avec les gens. J'étais en train de construire ce talk. Et donc, j'en ai profité pour poser des questions, vu qu'on était dans un moment où on parlait, on était dans l'agile, de dire alors, et toi, t'en penses quoi, l'agilité, l'introversion? Je profitais pour me faire un peu de pub. Ouais, tu sais, je fais un talk. Et il y a un participant qui m'a dit une phrase qui m'a pas mal marqué aussi, qui m'a dit oh, quand tu entends coach agile et introverti, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et alors là, ça m'a ramené direct au petit canard de tout à l'heure. Et quand on y pense, il y a une certaine logique. Parce que l'agilité, c'est une culture, une façon de faire qui est fondée sur la collaboration. La toute première valeur du manifeste agile, c'est les individus et leurs interactions, plutôt que les processus et les outils. Et pareil, si on prend un framework très connu comme Scrum, on va passer énormément de temps ensemble en équipe à se parler. On va se voir tous les jours en mêlée, on va se voir en sprint planning, on va voir la review, la rétro, on va faire des affinages entre-temps. Et même en plus de ça, on va faire du pair programming, on va faire des workshops, des ateliers. On va tout le temps se voir. Et c'est très bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je n'aurais pas fait mon métier si je trouvais ça absolument horrible. Et je me dis, si on reprend le spectre, et je vous le ressors à toutes les sauces, ce spectre, en imaginant que cette fourchette sur le spectre, ce soit la mienne, là où je me place, alors de manière complètement arbitraire, je me dis, depuis plusieurs années que j'évolue dans un contexte agile, dans cet environnement assez propice à l'extraversion, j'ai pu quelque part développer un petit peu mon extraversion. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelques petits changements, changer un petit peu quelque chose dans la manière dont on voit l'agilité et dans la manière dont on le pratique, pour que une personne qui se placerait peut-être plutôt quelque part par là sur le spectre puisse non seulement cultiver un peu son extraversion dans cet environnement, mais aussi puisse un petit peu développer son introversion. Alors là, vous allez peut-être me dire, pourquoi faire? Là, je viens de dire que l'agilité, c'était pour les extravertis. Mais je me dis, et alors, attention, là, je vais rentrer dans quelques grosses généralités. Donc ça va être à prendre avec un grain de sel ou 25. Mais avec l'introversion et l'extraversion viennent quelques forces, quelques facilités. Donc, pour ça, grosse généralité, on est plus sur de la corrélation que de la cause à effet. Grain de sel. Mais on peut se dire qu'il y a une certaine logique dans le fait que si je suis plutôt extravertie et que je suis en train de récupérer de l'énergie en faisant une interaction avec une personne, j'aurai peut-être plus de facilité à redonner cette énergie et à m'en servir pour faire plusieurs choses à la fois, pour improviser, pour être spontanée. Et je peux aussi me dire que si je suis plutôt du côté introversion du spectre et que je suis dans ma zone de confort dans un moment de solitude, j'aurais peut-être aussi un peu plus de facilité à rentrer dans un état de concentration profonde, qui en plus a tendance à être assez propice à de la créativité. Et pareil, dans une interaction où je suis déjà en train de dépenser mon énergie, ce sera peut-être plus facile pour moi de me mettre un peu en retrait, en posture d'écoute, par exemple. Et donc pour le coup, si on pouvait faire un petit peu de place et faire quelque chose pour permettre de mettre un peu d'introversion dans l'agilité, on pourrait peut-être aussi pouvoir cultiver non seulement les forces de l'extraversion, mais un petit peu les forces qui sont liées à l'introversion. Mais alors, comment faire? Grande question. Alors, dans son autobiographie I Was, Steve Wozniak nous dit « La plupart des inventeurs et des ingénieurs que j'ai rencontrés sont comme moi. Ils sont timides et ils vivent dans leur tête. Les meilleurs d'entre eux sont des artistes. Et les artistes travaillent mieux seuls, pas en équipe. » Alors là, si je propose de retirer la notion d'équipe à l'agilité, je pense que ça va barder. Je vais en faire hurler plus d'un. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est proposer quelques idées, quelques petits trucs qui peuvent peut-être être mis en place. Une première idée, ce serait quelque chose que peut-être beaucoup d'entre vous font déjà, qui est programmer des moments de travail dans la solitude. Alors ça, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend son calendrier Outlook, on se met une petite zone, on se dit, voilà, là, j'ai réservé 2 heures et c'est mon moment à moi.
Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a une question, un petit truc, il faut qu'on pose une réunion, c'est le premier à sauter souvent, ce petit créneau. Et ce que j'aimerais proposer, c'est que de la même manière que, par exemple, lorsqu'on est dans Scrum et que les événements Scrum sont non négociables et font partie du cadre, pourquoi pas donner à des moments de solitude la même légitimité. Et ce même côté, c'est non négociable pour l'équipe. Et poser quelque chose comme 2 heures par semaine, une demi-journée en étant optimiste. Les membres de l'équipe s'isolent. Donc, ce n'est pas tous dans une même pièce, c'est chacun tout seul, en binôme à la limite pour ceux et celles que ça mettrait un peu mal à l'aise. Ça peut coïncider avec des moments de télétravail. Et ont un moment de concentration profonde dans la solitude. Et alors, ce serait aussi des moments qui, pour le coup, ne seraient pas interrompus, sauf cas extrême, genre la prod est tombée, les serveurs sont en feu, il y a une chute de météorites. Voilà, on peut négocier, mais que ce soit quand même quelque chose d'aussi légitime que les moments de groupe. Une autre idée, c'est là où on fait souvent des brainstorming pour générer des idées, donc à savoir, on prend des post-it, on pose une question et tout le monde, on fait un grand moment d'échange où tout le monde parle et génère tout plein d'idées sur les post-it. Faire quelque chose qui s'appelle le brainwriting. Et donc le brainwriting, c'est quoi? C'est un moment de génération d'idées, tous ensemble, mais dans le silence et la concentration. Et donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à chaque participant une feuille. Donc là, on imagine un cas où il y aurait 4 personnes qui font un brainwriting. Et on met 3 colonnes sur cette feuille, et autant de lignes que de participants. Et donc là, chaque personne, sur sa feuille, sur la première ligne, écrit 3 idées. Et ensuite, toujours en silence, on fait passer la feuille au voisin ou à la voisine, on récupère la feuille d'à côté, on voit les idées qui ont été mises dessus, et dans la ligne en dessous, on écrit 3 autres idées. Soit on construit sur celles qui ont été mises, soit on fait encore d'autres idées, et on fait passer, jusqu'à ce que toutes les feuilles soient remplies. Et à la fin, on a généré tout plein d'idées dans un moment de concentration. Et pourquoi je propose de le faire en complément du brainstorming et non pas à la place? C'est que, personnellement, dans un brainstorming, je ne sers à rien. Mais ce n'est pas forcément le cas de tous mes collègues. Donc, si on fait les deux, on peut peut-être donner des occasions à tous les membres de l'équipe d'avoir un moment pour s'exprimer dans leur zone de confort. Et en plus, on aura généré 2 fois plus d'idées. Donc, c'est tout bénef. Encore une idée, c'est la règle des 2 pieds. Alors celle-là, elle chatouille souvent. Elle fait un peu grincer des dents. L'idée de la règle des 2 pieds, c'est quoi? C'est j'ai 2 pieds, je sais m'en servir. Si dans un événement, il ne m'apporte rien et je n'y apporte rien non plus, je peux partir. Personne ne se vexera. Je préfère être bien ailleurs que mal ici. Voilà, la partie dure, c'est la partie personne ne se vexera. Et pour ça, ça peut être fait même sans forcément quitter une réunion Teams ou pas sortir de la salle. On peut tout simplement l'implémenter en se disant une personne peut se mettre en retrait lors d'un événement. Par exemple, un grand séminaire qui dure une journée, je suis au milieu du workshop et ça devient trop, et de toute manière, j'apporte rien. Je vais pouvoir me mettre en retrait, sortir mon ordinateur, travailler un petit peu, garder une oreille sur ce qui se passe. S'il y a un moment où je peux de nouveau apporter quelque chose, je reviens. Si à un moment on a besoin de moi, on fait appel à moi, j'arrive. Et sinon, j'ai un moment pour souffler et puis pour pouvoir revenir après. Et ça, pour pouvoir bien l'implémenter, c'est assez important de poser le cadre dès le début. Parce que si je suis la seule personne à suivre la règle des 2 pieds et que personne d'autre est au courant, je vais en vexer plus d'un quand je vais partir. Voilà. Enfin, autre chose qui a l'air un peu évident comme ça et qui, je pense, est pareil déjà implémenté par beaucoup d'entre vous, c'est donner des éléments en amont. C'est dur à prononcer. Des réunions, des événements et des ateliers pour permettre de s'y préparer un peu. Alors, pourquoi c'est pertinent par rapport à introverti-extroverti? C'est que, alors, je reprends mon cas personnel, parfois, et je dis bien parfois, c'est pas non plus du systématique, lorsque je suis à un atelier qui dure assez longtemps et que j'arrive et que je découvre tout le contenu sur ce sur quoi je vais devoir réfléchir, je suis dans un groupe avec déjà beaucoup de monde, assez énergivore. Et là, parfois, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir intégrer ce sujet que je suis en train de découvrir. Sauf que on va me demander déjà de participer et de sortir des choses et de réagir. Et ça va être un peu... Je ne vais pas pouvoir vraiment produire quelque chose parce que je n'aurai même pas fini de l'intégrer. Et souvent, ce qui va se passer dans ces cas-là,
c'est que soit j'aurais pas fait, enfin j'aurais pas produit grand-chose et je me serais pris des remarques comme celles que je vous ai montrées en exemple durant tout le long de l'atelier. Soit justement pour éviter ça, j'aurais regardé un peu par-dessus les épaules du voisin, de la voisine, qu'est-ce qu'ils écrivent. Ah, ok, j'écris pareil sur mon post-it. Hop, c'est bon, je fais profil bas. Et dans les deux cas, j'ai rien apporté. Et souvent, ça va être qu'à la toute fin que je vais vraiment me sentir prête à participer, à avoir des choses à apporter. Et là, pas de peau, c'est fini. C'est plus le moment. Et c'est aussi générateur de frustration quelque part. Du maintenant que je peux dire quelque chose, non, c'est fini. Et quelque chose tout simple comme sur l'invitation Outlook ou quand on en parle, donner quelques éléments de réflexion, pas forcément le déroulé complet, juste des petites pistes pour pouvoir amorcer un peu ce processus. Ça peut permettre dans des événements très énergivores de venir déjà un peu préparé et de pouvoir consacrer son énergie à participer. Et pour le coup, l'idée de mettre un petit peu ce genre de choses en place, c'est que un truc que je trouve assez sympa, c'est que l'introversion et l'extraversion, ils ont beau être à l'opposé d'un spectre, eh bien, les forces qui y sont liées se complètent vraiment super bien. Et pour l'illustrer, je vais encore vous raconter une histoire. Je vais vous parler d'une formation que j'ai construite avec un ancien collègue, David, qui, sur son spectre, je l'imagine un petit peu du côté ambiversion-extraversion. Et à tous les deux, donc, nous avons construit une formation en s'appuyant sur nos connaissances de l'agilité, sur nos compétences de coach, et aussi sur nos forces d'introverti-extraverti. Et par exemple, au moment de la planification de l'organisation, à tous les deux, j'ai pu mettre à disposition mes facilités à ce niveau-là. Au moment de l'animation, David m'a ébahi avec sa capacité d'énergiser les interactions, de rebondir sur ce que disaient les participants et même parfois d'improviser, d'adapter le contenu qu'on avait fait pour répondre à fond à leurs besoins. Et moi, de mon côté, j'étais un peu en retrait, posture d'écoute. Et ça fait qu'au débrief, je pouvais fournir toutes mes observations à David. Et ça peut lui donner matière à rebondir et à aller encore plus loin. Et à tous les deux, ça a été une super expérience et on a fait une excellente formation. Je m'envoie un peu des fleurs, mais c'était un bon boulot. Et comment on arrivé à faire ça? Ça a été en combinant nos forces. Et c'est quelque chose un petit peu c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est plutôt que de se pousser à fond sur l'extraversion et de s'extravertir à fond, si on laisse un petit peu de place à l'introversion et aux forces qui vont avec, on peut permettre aux gens d'appliquer ces forces, en plus des forces de l'extraversion, et en plus, on apprend les uns des autres. Parce que de mon côté, après, je me suis inspirée de la manière dont David a animé ses formations pour pouvoir animer les miennes par la suite. Et donc, pour le coup, je vais vous reposer la question maintenant. Si on refait notre vote à main levée, les extravertis, levez la main. Il y en a moins que tout à l'heure. Alors, qui se considère plutôt introverti? Un peu moins aussi. Et plutôt ambiverti. Et ouais, là, il y a plus de monde d'un coup. Et c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider aussi à répondre à cette question de base. Quelle est la place des introvertis dans une équipe agile? Au final, c'est la même que celle des extravertis pour la bonne raison que nous sommes tous un peu des deux. Et si dans nos équipes, nous pouvons faire un petit peu de place comme ça à l'introversion, rendre notre manière de fonctionner un peu plus propice à l'introversion, nous pouvons non seulement profiter un peu plus des forces des personnes un peu plus introverties, tout comme on profite des forces des personnes plus extraverties, mais permettre à chacun d'apprendre les uns des autres. Puis même des autres forces, parce qu'il n'y a pas que l'introversion et l'extraversion dans la vie non plus. Et pour le coup, je me dis, peut-être que quelle est la place des introvertis dans une équipe agile n'était peut-être pas la bonne question à se poser. Peut-être qu'en fait, la bonne question, c'est quelle place pouvons-nous faire à notre introversion dans nos équipes? Agile ou pas, même. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'introversion, si les ouvrages sur lesquels je me suis basée pour construire cette conférence, donc, on a Quiet de Susan Cain, Le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard. Donc, il y a un livre très intéressant. Elle a aussi fait un TED Talk qui est disponible sur YouTube et que je vous recommande vivement. Il y a Introvert Doodles de Marzi Wilson, qui a fourni les petits dessins humoristiques que vous avez pu voir à l'occasion. La force des introvertis de Laurie Hawkes et Type psychologique de Carl Jung. Et pour le coup, je vais dire à tous et à toutes un grand merci.